Alors, bonjour. Alors, je m'appelle Romain Dumas, je suis donc chef d'orchestre et compositeur. J'ai une double casquette. Voilà, je travaille avec des orchestres très différents, des orchestres amateurs, des orchestres de jeunes, des orchestres professionnels. Dernièrement, j'ai travaillé avec l'Orchestre des Pays de Savoie, l'Orchestre National d'Île-de-France. Et en ce moment, je dirige Aïda en version de concert avec un excellent orchestre amateur et le chœur qui lui est associé qui s'appelle l'orchestre Notez Bien. Donc j'ai étudié au CNSM de Paris, l'écriture, l'orchestration, la direction d'orchestre. J'ai un passé de violoniste aussi, ce qui fait que j'ai quand même une certaine affinité avec les cordes. Donc pour un opéra qui est principalement basé sur les cordes, je me sens déjà assez à l'aise et avec plein d'idées sur ce que je veux au niveau des sons, au niveau des textures, des coups d'archet, la façon dont ils vont tirer l'archet, la façon dont je vais gérer le vibrato, ces choses-là, qui dans une partition comme ça, avec une esthétique quand même qui doit être travaillée si on veut quand même donner une marque sonore assez ferme au son, à la partition qu'on développe et au son qu'on va avoir pendant l'opéra. Voilà, je pense que ça peut bien aider d'avoir ce passé-là. Vous avez un modèle comme chef d'orchestre? Oh, j'en ai plein, j'aime beaucoup. Pour sa plastique et sa gestique, j'aime beaucoup Claudio Abbado. Après, ça c'est assez classique. Après, pour vraiment le côté musicien, d'expérimentation et tout, je suis assez fan de Monsieur Emmanuel Krivine, qui vient d'arriver au National, parce qu'il a une espèce de folie musicale et de prospection permanente qui est dans ce métier. Est une chose à laquelle je donne beaucoup de valeur. C'est-à-dire qu'il prend un orchestre et il le cisèle, c'est-à-dire que 2 jours après, l'orchestre, il en a fait quelque chose de nouveau, il est parti. Et ça, c'est vraiment la marque pour moi d'un chef qui sait quoi faire avec un orchestre. Et quels sont vos projets après ? Alors, les projets de l'an prochain, je ferai la Bohème en novembre, de Puccini, alors quelque chose de complètement différent, avec le même orchestre, donc ça sera 4-5 mois d'intervalle avec pas les mêmes musiciens, donc j'imagine qu'on aura le temps de se remettre dedans. Voilà, un Requiem de Verdi aussi, voilà, je suis très dans ce genre de choses. Et une Carmen aussi en juin prochain. Enfin, pour les chefs d'orchestre, on n'est pas du tout dans le temps du metteur en scène ou du scénographe Nous, si vous voulez, on est les temps d'anticipation par rapport à une production, c'est 4 mois, quelque chose comme ça. Quand on n'a pas monté surtout quand on n'a pas monté une œuvre. Quand on l'a déjà montée, c'est encore moins. Et vous l'avez jamais monté ? Non, je l'ai jamais monté. Donc, parce que si vous voulez, par exemple, en ce moment, je suis en train de faire Aïda. Donc je suis plutôt dans la musique italienne du 19e siècle. Et voilà, donc je suis pas encore là-dedans. Après, je me suis quand même penché sur l'œuvre parce qu'il a fallu évidemment, avec une partition pareille, déterminer quelle version nous allions jouer. Cette partition pose énormément de soucis puisqu'il y a eu d'abord une version italienne en 1762, qui a été ensuite remaniée par Gluck lui-même pour être donnée en français à Paris, avec les goûts de l'époque, puisque ça c'était quelque chose de très important au XVIIIe siècle, que l'œuvre puisse plaire au public avec les goûts qui étaient, avec la mode en fait, vraiment en prenant en compte ce qui était à la mode. Donc quand on était à Paris, la voix de ténor qui était très en vogue, donc avec la transposition de la plupart des arias qui étaient pour contre-ténor à la base. Castra, oui, pardon, même, qui était pour Castra. Voilà, et puis l'ajout d'air à vocalise qui manquait un petit peu avec le goût du public français. Donc dans la version de Paris, dans la version de Paris, ils ont rajouté le fameux oui, air. à la fin de l'acte 1. À la fin de l'acte 1, qui va pas. exactement. C'est un air qui n'existe pas dans la version originale italienne. Et alors vous allez me dire, mais je comprends pas parce que j'ai déjà entendu cet air chanté en italien. Mais effectivement, c'est que a posteriori, en fait, on a retraduit en italien les airs qui avaient
qui avait été créé en français, puisque ces airs évidemment étaient magnifiques et que finalement on a continué à développer les versions d'Orphée Eurydice. Berlioz, évidemment, lui-même aussi en a proposé une. Il a proposé une nouvelle version avec la complicité de Pauline Viardot, avec également de nouveaux airs à vocalise, une cadence qui a été rajoutée par Pauline Viardot, composée à moitié par Pauline Viardot et Berlioz. Voilà, donc c'est, si vous voulez, chaque interprète et à chaque moment de l'œuvre, de l'histoire de cette œuvre dans l'histoire avec un grand H, s'est approprié la partition et a continué finalement d'en donner à chaque fois une nouvelle version. C'est-à-dire qu'on n'entend jamais deux fois la même version d'Orphée Eurydice. Et nous aussi. Et vous aussi. Nous aussi, effectivement. Donc, nous avons choisi la version italienne donc évidemment sans castrat, mais parce que là, ça n'existe plus. Donc la première version, celle de Vienne. C'est ça. Nous sommes partis avec cette base-là, et donc nous avons trouvé recruter la distribution avec un contre-ténor pour faire Orphée, une soprano pour Eurydice et une autre soprano de couleurs différentes pour Amour. Voilà, ça c'est une des choses aussi qui convenait au début de faire, c'est-à-dire de trouver, qui était un petit peu aussi mon travail, depuis le travail des gens avec qui on a mené les auditions des chanteurs, trouver les couleurs que nous voulions pour chacun des rôles, les physiques aussi, parce que ça compte, c'est-à-dire avoir une distribution qui avait une harmonie, ou en tout cas qui rentrait dans notre idée esthétique que nous voulions pour le visuel, pour la vocalité. Il fallait que tout converge, ce qui n'a pas été sans problème, puisqu'évidemment les distributions idéales sont très difficiles à réunir. Donc vous avez fait des auditions? Oui, les auditions ont déjà eu lieu. Et voilà. ça y est, ils sont choisis. Après d'âpres discussions. L'orchestre est choisi également. C'est ce qu'on appelle un orchestre semi-professionnel. Donc c'est un mélange d'amateurs et de professionnels. Avec eux, le travail commencera le plus tardivement finalement dans tout ce processus, puisque je commencerai à travailler avec eux en avril 2018, au début avril 2018, quelques semaines avant la première. Et c'est un orchestre qui est constitué spécifiquement pour la production? Non, c'est un orchestre qui existe. Qu'est-ce que c'est que cet orchestre? C'est un orchestre qui s'appelle l'Orchestre Symphonique et Lyrique de Paris. Donc c'est un orchestre avec qui je travaille régulièrement, qui est donc spécialisé dans le lyrique, qui en fait régulièrement, et qui fait aussi des programmes symphoniques, et qui sera un orchestre de 21 musiciens. Donc nous avons choisi de... Quel est le nombre de musiciens à l'origine? Habituel? Alors, dans la partition, il est plus important que ça. Hein. Évidemment, là, nous sommes un petit peu... C'était pour Vienne, donc... Oui, c'était pour Vienne. Il y avait tout un tas d'instruments qu'on utilise beaucoup moins de nos jours. Donc notamment des cornets à bouquin, qui est une sorte de trompette, qui c'est joué par des trompettistes, je crois. Une sorte de trompette en corne, un peu courbée. Il y a énormément d'instruments qui finalement servent très 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 peu au service de l'opéra, mais qui amènent sporadiquement une nouvelle couleur nécessaire. Par exemple, les trombones, on a besoin de 3 trombones dans cette partition. C'est vraiment la couleur qui est donnée pour tout ce qui fait référence aux enfers, pas à l'enfer, aux enfers. Et donc ça arrive assez sporadiquement en doublure des chœurs, ce qui est une tradition et une utilisation assez traditionnelle des trombones à l'époque, puisque c'était des trombones beaucoup plus petits, le trombone du XVIIIe siècle est beaucoup plus petit que maintenant, et donc servait à soutenir les parties de chœur, sans les couvrir. Oui. Non, mais ça c'est le rôle historique du trombone, c'est-à-dire que c'est vraiment le soutien du chœur pour la liturgie, oui, qui après est arrivé dans l'opéra en soutien des chœurs d'opéra, puisque la musique religieuse est la base de la musique, ce qu'on appelle sérieuse, seria, l'opéra seria prend sa source dans la musique religieuse. Et donc les premières utilisations des trombones, c'est avec cette référence-là. La religion, donc par exemple dans Don Giovanni, c'est l'emploi le plus célèbre, où les trombones arrivent pour vraiment le commandeur et la scène un petit peu la dernière scène, pendant l'ouverture et la dernière scène. Et là pareil chez Gluck,
donc avant Mozart, pour Gluck évidemment, en soutien des chœurs pour des scènes aux enfers ou avec des références de célébration, de rites, des choses comme ça. Voilà. Ceux-là, on les a dans l'orchestre de Ceux-là, oui. Je sais, non, je pense pas qu'on les aura. Non, ils jouaient pas assez. Mais ils sont avantageusement remplacés par les corps, les bassons, qu'on peut mélanger assez bien pour donner l'illusion de trombone. Voilà, de trombone ancien, parce que évidemment le trombone moderne est nettement plus puissant. Et dans un orchestre comme ça, assez petit, il n'aurait pas sa place. 3 trombones, ça prendrait vraiment beaucoup trop de place. Ce sont des instruments anciens? Non, ce sera des instruments modernes. On a choisi de travailler en diapason moderne, à 440. Donc c'est aussi quelque chose qui nous a influencé pour le choix des chanteurs, c'est-à-dire qu'il fallait des chanteurs capables d'assumer ce diapason. Après, la partition le rôle d'Orphée n'est pas, pour les contre-ténors, c'est pas un rôle très très aigu. Non, parce que les castrales, surtout que c'était un castral-tout, je crois. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas un rôle extrêmement aigu. C'était le rôle pour ténor qui était trop aigu. Oui, le rôle pour ténor est extrêmement aigu. Avec la montée du diapason. Exactement. Ouais. Le rôle pour ténor est très très aigu avec des contre-ré. Donc il faut des ténors très très légers et quasiment haute contre. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'était la voix de ténor haute contre du 18e français pouvait parfaitement chanter ça. C'était vraiment une technique qui permettait de chanter ça. On travaille encore ces techniques, mais c'est beaucoup plus rare en fait. Ce genre de ténor est plus rare. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît dans cette œuvre de Gluck? Alors, cette œuvre de Gluck, elle est d'une expressivité incroyable, avec des moyens qui sont ténus, parce que la plupart du temps, en fait, cet opéra est composé avec un ferment de cordes. C'est la plupart du temps, ce sont des cordes, agrémenté d'un continuo. Donc là, pour cette version-là, j'ai choisi de confier le continuo alternativement, parce qu'on varie un petit peu les continuos pour varier les couleurs. Donc un mélange entre le violoncelle, la basse, le théorbe et c'est tout en fait. Le violon et le basson. Le théorbe. Alors le théorbe, c'est en fait j'ai pas envie de dire des bêtises, vous me posez vraiment des questions hyper pointues. Non mais vous parlez de théorbe, personne ne sait ce que c'est qu'un théorbe. Donc... Alors en fait le théorbe, j'espère pas dire de bêtises, c'est un grand luth, donc une grande, on va dire, une espèce de grande guitare pour faire simple, et encore là je suis sûr que je vais me faire descendre. Voilà, qui a un ensemble de cordes assez variables. Il y a plein de sortes de théorbes, ils n'ont jamais vraiment le même nombre de cordes. Ça se rapproche de ce qu'on appelle aussi l'archiluth. Donc c'est la grande famille des luths. Et c'est un instrument qui a pour intérêt, pour la production qui nous concerne, d'avoir un ambitus, donc c'est-à-dire beaucoup de notes disponibles, du très très grave à l'aigu, très facilement, ce qui nous permet aussi et grâce à son son proche de la guitare, proche du luth et proche de la harpe, de nous en servir également pour les parties de harpe, puisqu'on ne pouvait pas avoir forcément tous ces instruments-là, parce qu'on se retrouve avec... toute l'intervention d'Orphée. Voilà, toute l'intervention d'Orphée et demande juste une harpe et des accompagnements en pizzicato. En fait, Gluck, c'est on va dire, c'est la transition, je trouve, entre le style baroque et le style classique. Clairement, il est dans ce milieu du XVIIIe siècle où on a les formes anciennes, et d'ailleurs, il y a énormément de références aux formes anciennes, avec beaucoup de ballets dans Orphée Eurydice, beaucoup de menuets. Le ballet est très très présent dans cette partition. Même la fin de la partition et la fin de l'opéra est un grand ballet d'environ 10 minutes, un quart d'heure. Et toute la partition est ponctuée d'interventions de ballet. Oui, ce qui est assez saisissant dans cette partition, c'est la façon dont il traite le passage des enfers. Donc on en a parlé tout à l'heure avec les trombones, mais c'est vraiment quelque chose il traite les chœurs de façon très martelée, des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'entendre, avec une musique qui est en fait très imagée, très percutante. C'est-à-dire que les sons et le timbre qu'il arrive à mélanger donnent une image immédiate
de l'idée qu'on peut se faire de ces sphères infernales, de Cerbère, de tout cet univers désolé dans lequel Orphée va chercher Eurydice. Voilà, mais la musique lyrique, j'en suis profondément passionné. Enfin, j'en suis un réel passionné, j'adore les voix. J'aime les chanteurs parce qu'il faut les aimer, il faut les aimer vraiment pour les diriger, comprendre quels sont leurs problèmes. C'est-à-dire que quand ils sont sur scène avec un costume lourd, des éclairages, etc., un orchestre qu'ils n'entendent pas forcément très très bien, on est là pour les rassurer, on est là pour faire en sorte qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et être avec l'orchestre pour créer les couleurs, créer la dramaturgie aussi de la partition. Parce que ça c'est très important. C'est vraiment différent pour un chef d'orchestre de diriger un opéra par rapport à un concert. À mon sens, un de mes collègues vous dira autre chose, mais à mon sens c'est vraiment deux métiers différents. C'est-à-dire que le chef de symphonique, j'en fais du symphonique aussi, c'est un métier. Le chef d'opéra, c'est vraiment autre chose. Moi j'ai une affinité plus particulière avec l'opéra parce que je trouve que en fait, on s'ennuie jamais. C'est pas qu'on s'ennuie au symphonique, mais c'est vraiment. Et puis on fait partie d'une équipe. On construit un spectacle tous ensemble. Et je sais pas, il y a une espèce d'exaltation à ça. Enfin, dans laquelle moi je trouve vraiment tout presque le sens de ce métier que j'ai toujours, enfin que j'ai depuis très longtemps envie de faire. Et vraiment dans l'opéra, je trouve qu'il y a tout. En fait. Et quelle est votre relation donc avec le metteur en scène? Eh bien c'est une relation au long cours pour le coup, puisqu'on commence à travailler, enfin il commence à me parler de ses projets un an et demi à l'avance. C'est pas toujours comme ça, hein. Des fois c'est au tout dernier moment, etc. Un an à l'avance. Il me pose des questions déjà sur le fait que est-ce que cette configuration scénique va être potentiellement un problème? Je dis oui, si on fait oui ou non. Non, si on fait comme ça devrait passer. Si on anticipe assez ce problème-là, ça devrait le faire. C'est une collaboration, comme tous les corps de métier de l'opéra doivent collaborer si on veut que le spectacle soit le plus réussi possible. Je dirige la musique, c'est moi qui est un peu en charge de dérouler du spectacle au moment du spectacle, mais ça, évidemment ça ne peut pas se faire si... Enfin, ça ne peut pas se faire avec fluidité, avec construction, avec justesse et précision, si ça n'a pas été préparé assez en avance et qu'on a vraiment conscience. C'est un aller-retour, hein, c'est ce que disent tous les metteurs en scène, les scénographes. Il faut qu'il y ait un aller-retour, il faut qu'il y ait un dialogue. C'est quelque chose de très important pour le public, qu'il ait l'impression de voir une œuvre totale et pas quelque chose de juxtaposé. Où on se dit des fois, tiens, bon, est-ce que la musique n'a rien à voir avec ce que je vois? Qui s'est trompé? Ou est-ce qu'il y a vraiment eu toutes les discussions qu'il aurait dû y avoir? Est-ce que les... Voilà, il y a des fois on sent qu'il y a un problème en voyant un spectacle. Très très souvent. Que la musique n'a rien à voir avec ce qu'on voit. Enfin, c'est plutôt ce qu'on voit qui n'a rien à voir avec la musique. Voilà, oui, mais moi je suis tout à fait, par exemple, tout à fait d'accord pour renoncer ou pour renoncer à certains tempos, par exemple, qui me tiennent à cœur, si j'ai la conviction dramatique qu'effectivement, si le metteur en scène m'a convaincu qu'à ce moment-là, il va falloir prendre plus de temps, que la musique ne permettait pas forcément, mais qui est relié à sa conception globale de ce qu'il a, et si tout est cohérent, si je suis d'accord avec la chose, que tout est réfléchi, pas de problème, allons-y, et c'est très beau. C'est toujours le problème de la cohérence. Oui. C'est ça le plus dur à mettre en place. Oui, et ça nécessite de l'anticipation et du dialogue, mais c'est passionnant. Oui, par exemple, je peux donner un exemple dans le cas d'Orphée. Le metteur en scène veut chorégraphier un passage, mais qui serait en vidéo. Donc c'est assez complexe vis-à-vis d'une musique qui est jouée en direct. Puisque ça veut dire que la chorégraphie serait figée, puisque enregistrée avant. Comme un accompagnement de film. Comme un accompagnement de film en fait. C'est ça. C'est un ballet-concert, un ciné. Voilà, un ciné-ballet-concert, une espèce de nouveau concept du XXIe siècle. Et donc je lui ai dit, écoute, pas de problème, si on enregistre le passage avant avec les chanteurs, avec moi, qu'on se met d'accord avec les chanteurs pour trouver
plusieurs mois avant la production. Alors ça peut... Pour les chanteurs, ça risque d'être difficile. Pour le chanteur, ça peut être difficile. Voilà. Mais moi je trouve quand même l'idée très très intéressante parce que l'idée est de créer quelque chose une espèce d'ombre diaphane en vidéo qu'on ne créerait pas avec la présence physique d'une danseuse. Et donc cette idée de vidéo, si j'ai bien compris ça, parce qu'avec les vidéos on peut faire des choses magnifiques. Et donc l'idée c'est d'enregistrer plusieurs mois à l'avance la musique qui serait la base de la chorégraphie qui sera enregistrée. Voilà, ça veut dire que moi aussi je pars du principe que cette version-là qu'on fixera, ça sera en mois de novembre, ne bougera pas trop d'ici le mois d'avril. Et quand est-ce que vous commencez le travail avec les chanteurs ? Le travail avec les chanteurs, c'est pareil, c'est assez tard par rapport au rythme du production. En gros, c'est un mois avant, un mois et demi avant. On peut éventuellement rencontrer les chanteurs, mais c'est très en amont, mais c'est très rare. Peut-être que sur ce genre de production, qui est somme toute finalement assez familiale, j'aurai l'occasion de les rencontrer avant et ils auront l'occasion d'être mis au courant de ce qu'on fait, etc. Et les derniers temps des répétitions, donc la semaine d'avant, on a une résidence dans le théâtre de la création. Donc ça c'est évidemment un grand luxe qu'on n'a pas forcément toujours, mais qui permet effectivement de faire un travail quand même abouti, notamment scénographiquement, vu que c'est assez complexe puisqu'il y a de la vidéo, il y a beaucoup de choses. Et les musiciens, les chanteurs arrivent dans les lieux 3-4 jours avant, d'abord avec piano, puis directement après avec l'orchestre, les chœurs aussi. Les chœurs, je les rencontrerai plus tôt par exemple, je les rencontrerai 3 mois avant, pour déjà fixer des choses qui ont été préparées avec le chef de chœur à partir de 6 mois avant la production. La production est donc montée par Opéra Côté Chœur, oui, qui s'attache les services du chœur Vox Opéra. Ah oui, donc c'est toujours les mêmes chœurs. Oui, c'est une collaboration sur plusieurs années. La famille. C'est la famille. Voilà.